c'est la phénoménologie. Et, bon, pour rappel, la phénoménologie, c'est ce que Hegel appelle les devenirs de la science en général et du savoir de ce que présente cette phénoménologie de l'esprit. Il l'appelle également science de l'expérience de la conscience. L'histoire de la conscience immédiate qui est en quête vers la vérité. Ça, c'est des thèmes sur lesquels nous reviendrons. Donc, vous voyez bien que on a ici plusieurs concepts qui, en même temps, signifient la même chose sans être la même chose. Conscience, conscience de soi, raison et esprit. Ce sont les 4 étapes de la phénoménologie de l'esprit. Conscience, conscience de soi, raison et esprit. C'est la même conscience qui évolue dans les 4 étapes, sauf qu'à chaque étape, elle change de physionomie, et en changeant de physionomie, elle change de nom. La conscience, c'est la conscience de soi. La conscience de soi, c'est la raison, c'est l'esprit. Sauf que à chaque étape, quand on est à l'étape de la conscience, cela indique un niveau d'évolution. Quand on est à l'étape de la conscience de soi, cela indique un niveau d'évolution. Quand on est à l'étape de la raison, cela indique un niveau d'évolution. Quand on est à l'étape de l'esprit, cela indique un niveau d'évolution. Donc, c'est la même chose, la même conscience, sauf qu'à chaque étape, on lui donne un nom différent. D'accord? C'est pourquoi chez Hegel, comme chez tout philosophe d'ailleurs, les concepts doivent être utilisés de manière très précise. Parce que quand on parle de conscience de soi, de raison ou d'esprit, chaque concept utilisé indique une étape de l'évolution vers la vérité. Donc, et à chaque étape, il y a des caractéristiques, il y a un certain savoir qui est acquis. C'est pourquoi l'usage des concepts doit être un usage extrêmement précis. Et donc, la phénoménologie est ce processus par lequel il s'agit de conduire l'individu de son état inculte jusqu'au savoir. C'est-à-dire, c'est le processus par lequel on passe d'une ignorance absolue au savoir véritable. Donc, voilà pourquoi dans la phénoménologie de l'esprit, ce que cherche mon philosophe, c'est plutôt par quel processus, évidemment, est-ce qu'on accède au savoir. Et donc, ce qui nous permet de revenir à ce que nous avions dit au début, qu'il était nécessaire que, pour que ce processus soit possible, que dès le départ, qu'on puisse accepter le fait qu'il est possible d'accéder à la vérité universelle, qu'il est possible d'accéder au savoir absolu, et que par conséquent, il n'y a pas de raison que l'esprit ne puisse pas accéder à la vérité absolue. Voilà, pour le moment, en résumé, le programme qui nous attend. C'était ça, la première ébauche, qui est une forme de panorama général du programme qui nous attend. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, il y a plusieurs questions. On y va pour la première. Qu'est-ce que la phénoménologie chez Hegel? Je l'avais dit dès le début, je vais y revenir. La phénoménologie vient de 2 mots, phénomène et logos. Le phénomène
c'est ce qui apparaît. D'accord? C'est vrai que nous, dans la manière dont nous avons l'habitude de définir la notion de phénomène, dans la manière courante, le phénomène, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Non. Au sens propre, le phénomène, c'est ce qui apparaît. Phénoména, ce qui apparaît. La phénoménologie de l'esprit, c'est la science qui étudie les différentes formes d'apparition de l'esprit à travers l'histoire. Ici, il ne s'agit pas de décrire des faits, mais plutôt des principes. L'esprit nous apparaît de plusieurs manières. Et Hegel nous dit qu'il y a 4 étapes à partir desquelles l'esprit apparaît au monde. Parce que la manière dont l'esprit apparaît au monde est en partie, fondamentalement, déterminée par la manière dont le monde apparaît à l'esprit. Il y a cette dialectique entre l'apparition de l'esprit face au monde et l'apparition du monde face à l'esprit. Et à la fin, on va se rendre compte qu'il s'agit que l'esprit et le monde ne font en réalité qu'un. Sauf que c'est à la fin du processus qu'on va s'en rendre compte. D'accord? Et c'est ce que nous cherchons à étudier, les différentes étapes par lesquelles l'esprit apparaît. Quelles sont les étapes de l'histoire? De la même manière, comme je l'ai dit, il y a 4 étapes dans la phénoménologie de l'esprit. Il y a 4 étapes dans l'histoire. Et chaque étape de la phénoménologie correspond à une étape de l'histoire. Parce que c'est ce que nous savons du monde qui détermine la manière dont nous agissons face au monde. La phénoménologie décrit le savoir, l'histoire décrit l'action. Les 4 étapes de l'histoire, c'est la Chine, la Grèce, Rome et le monde occidental. Ces 4 étapes sont incarnées à chaque fois par une manière de réagir face au monde et une perception de la réalité. Dans l'étape de la Chine, une seule personne est libre, c'est le roi, le peuple est esclave. Comme il est nécessaire d'évoluer, la Chine va péricliter, la Grèce va dominer le monde. Dans le monde grec, c'est une partie de la population, une partie infime de la population qui est libre, l'autre partie ne l'est pas. On a évolué, on est passé d'une personne à un groupe. À Rome également, c'est la même chose. Une classe sociale est libre, l'autre est esclave. Entre la Grèce et Rome, on a un peu évolué, mais on n'a pas encore accédé à l'absolu. C'est à la fin dans le monde occidental, nous dit Hegel, qu'on va accéder à une liberté absolue avec Napoléon qui, lorsqu'il entre à Iéna, déclare et incarne l'idée que tous les hommes sont nés libres et égaux. Donc, on est passé de la liberté d'une seule personne en Chine à la liberté de tous dans le monde occidental. Et c'est ce que Hegel appelle la fin de l'histoire. Quand Hegel dit qu'avec le monde occidental, il y a une fin de l'histoire, cela veut dire tout simplement que les différentes étapes qui permettent d'accéder à une liberté absolue ont été franchies. La fin de l'histoire veut dire tout simplement qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus inventer un nouveau système politique
totalement inédit. Parce que tous les systèmes politiques ont pour mission de garantir la liberté. Or, tous les systèmes politiques possibles ont été inventés. Quel que soit le système que vous allez inventer, vous n'allez pas sortir de ce cadre-là. Soit ce sera un système politique dans lequel une seule personne est libre, soit ce sera un système politique dans lequel une partie de la population est libre et l'autre ne l'est pas, soit ce sera un système politique dans lequel tout le monde est libre. Vous ne pouvez pas inventer quelque chose en dehors de ce cadre-là. C'est pourquoi d'ailleurs Hegel dit qu'on ne peut plus inventer quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça veut dire on ne peut plus inventer un modèle politique totalement inédit parce que tout a été inventé. Tous les modèles politiques existent déjà. Donc on ne peut faire que rafistoler, corriger, modifier des systèmes qui existent déjà. Mais un système politique totalement inédit, ce n'est plus possible dans ce monde parce que, évidemment, pour Hegel, tout a été inventé. Et donc, la phénoménologie est-elle consacrée entièrement à la question du savoir? Oui, à la question du savoir, sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le savoir chez Hegel n'est pas un savoir détaché du monde. Ce que nous savons du monde détermine comment nous nous comportons face au monde. Donc, si notre savoir du monde évolue, notre manière de percevoir le monde va évoluer et donc notre manière de nous comporter face au monde va forcément évoluer. Donc, en étudiant l'évolution de ce que nous savons du monde, on étudie en même temps la manière dont nous nous positionnons dans le monde. Parce que ça, c'est un principe fondamental chez Hegel. Ce que nous savons détermine comment nous nous comportons. Donc, à partir de ce principe, on peut comprendre que la phénoménologie, même si elle déclare n'étudier que le savoir, vous comprendrez bien avec moi que ce n'est pas uniquement le savoir qui est en compte, parce que le savoir, il détermine la manière dont nous nous comportons. Évidemment, la manière dont nous nous comportons également rejaillit sur ce que nous savons du monde. Donc, il y a une relation dialectique entre ce que nous savons et ce que nous faisons. D'accord? C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas séparer la phénoménologie et l'histoire parce que, évidemment, chez Hegel, tout est lié. C'est ça un peu qui est la caractéristique du système. Dans un système, peu importe le thème dont on parle, le thème est toujours lié à autre chose. Dans la phénoménologie, on parle de savoir, mais vous verrez que le savoir dont on parle, il va faire intervenir d'autres éléments, la liberté, etc., etc. Ailleurs, lorsque vous allez lire d'autres textes de Hegel, vous allez, forcément, en revenir à la question du savoir. Donc, c'est en fait une sorte de cercle vertueux où on revient toujours à... Et d'ailleurs, Hegel le dit, l'absolu, à la fin, va fonctionner comme un cercle. Le cercle du savoir qui va évidemment se clôturer lorsque nous allons accéder à l'absolu. Hegel ne paraît-il pas situer la fin de l'histoire à son époque? Oui. Et non, il y a une forme de nombrilisme chez Hegel. D'ailleurs, il ne le dit pas. Mais on peut lire entre les lignes. Si pour lui, Napoléon incarne la fin de l'histoire, en tant que politicien, parce que comme on le dit, la philosophie et la politique sont des